Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la section manga. Alors aujourd'hui je voulais en profiter pour vous faire un petit retour sur les deux premiers tomes de la nouvelle édition de Dai no Daiboken, Dragon Quest La Quête de Dai, qui est sorti récemment, donc début mars 2022, chez Delcourt Tonkam. Voilà. Je voulais juste en profiter avant de lancer la vidéo. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît. Et surtout aussi, n'hésitez pas à me laisser un commentaire à la fin de la vidéo une fois que vous avez fini de la regarder. Ça fait toujours plaisir. Voilà. Et bien sur ce, je vous dis à tout de suite, on y va, générique. Pour le petit côté historique, il faut savoir donc que le manga Dragon Quest La Quête de Dai a été donc scénarisé par Riku Sanjo et a été dessiné par Koji Inada. Alors c'est une histoire qui est librement inspirée du fameux jeu vidéo Dragon Quest bien évidemment, mais quand je dis librement inspiré, attention, nous avons quand même Yuji Horii qui était derrière pour superviser un peu tout ça. Yuji Horii qui est quand même le grand créateur de la série Dragon Quest. Le manga a été prépublié dans le Weekly Shonen Jump de 1989 à 1996, donc pendant 7 ans, et ce manga aura eu un succès tel que Yuji Horii lui-même en reprendra quelques éléments de ce manga-là, afin de les intégrer plus tard, par la suite, dans ses futurs jeux vidéo. L'histoire nous conte les aventures du jeune Dai, qui souhaite ardemment devenir un héros, et de ses compagnons d'armes, parcourant le monde pour gagner de l'expérience et tenter de vaincre les armées du mal qui sèment le chaos sur leur chemin. Je ne peux vous en dire plus concernant son scénario pour éviter tout divulgachage, bien évidemment. Sachez juste que ce shonen possède à lui seul une trame narrative remplie de surprises et on y ressent vraiment le côté RPG du jeu vidéo à travers vraiment des personnages qui ont une montée en puissance et qui ont une montée aussi en évolution psychologique qui font que, pour moi, aujourd'hui encore, c'est toujours mon manga préféré. Mais revenons-en au manga. Il faut savoir qu'aujourd'hui que Dragon Quest La Quête de Dai en est à sa 3e édition française. Et oui, en avril 1996, sortait chez l'éditeur J'ai lu la toute première version, la toute première édition de ce manga, donc, mais sous un autre nom, puisqu'à l'époque, l'éditeur avait choisi de l'appeler Fly. Et c'est avec cette collection, et bien entendu son dessin animé diffusé dans le Club Dorothée à l'époque, que beaucoup d'entre nous ont entretenu leur premier rapport avec la licence Dragon Quest. Alors nous sommes en 1996, donc le manga, la bande dessinée japonaise, n'a pas encore la notoriété qu'elle a aujourd'hui, bien évidemment. Donc de ce fait, on se retrouve avec une collection qui possède des défauts, des prises de position concernant la maquette, concernant la traduction, qui aujourd'hui, forcément, ça fait sourire. Comme par exemple, une impression un peu faiblarde sur certains chapitres de certains tomes. Les petits numéros en bas de chaque case qui cherchent tout simplement à aider le nouveau lectorat dans sa découverte de la bande dessinée japonaise. Ou encore l'adaptation de certains noms ou de certaines attaques qui peuvent en faire tiquer plus d'un. Pourtant, l'idée de mettre des petits chiffres en bas des cases était loin d'être bête. Il faut quand même se rappeler que l'éditeur J'ai lu est l'un, si ce n'est même le premier éditeur, à nous proposer des titres qui étaient extrêmement proches des titres japonais, des mangas japonais. C'est-à-dire nous avions le sens de lecture original, et en plus, on avait les couvertures officielles japonaises. Et je rappelle qu'à l'époque, il était tout à fait normal d'essayer de trouver des petites solutions pour tenter d'aider le jeune lectorat à faire la transition entre le marché français et le marché japonais. Pourquoi? Regardez par exemple les mangas de chez Glénat. Je vous rappelle cette magnifique collection arc-en-ciel de Dragon Ball ou de Ranma 1/2, même les premiers tomes de One Piece, la première édition de One Piece, était éditée en mode miroir pour le marché français. Vous vous souvenez? On prenait les pages, on les inversait de façon à ce qu'on puisse les lire de gauche à droite. Donc, moi pour ma part, on ne peut que saluer le fait d'avoir essayé de nous permettre d'avoir un sens de lecture qui respecte l'œuvre originale telle qu'elle est sortie au Japon. Alors concernant les traductions, alors oui il faut le dire, aujourd'hui beaucoup de monde a l'habitude maintenant de la phonétique japonaise. Pourtant, pour ma part, moi je trouve encore que les traductions et les adaptations qui ont été faites dans Fly, je les trouve beaucoup plus douces en fait à l'oreille. Je trouve que c'est beaucoup plus harmonieux, que ça passe beaucoup mieux en français, mais tout ceci reste bien évidemment totalement subjectif, ce n'est que mon avis. Enfin, je voulais juste dire que malgré les dizaines et dizaines de relectures que j'y ai faites, alors oui, le manga a ses pages qui ont jauni, ça c'est indéniable. Mais néanmoins, j'y ai fait un minimum attention et toute ma collection est encore en excellent état. Comme quoi, avec un tout petit prix de 25 francs à l'époque, moins de 4 €, eh bien, on avait la possibilité d'avoir des ouvrages d'une certaine qualité. La qualité est quand même somme toute relative, étant donné qu'on avait là un produit encore tout jeune et en pleine évolution, et dont on ne maîtrisait pas encore toutes les techniques à l'époque.
En 2006, le label manga de chez J'ai Lu est stoppé, net, fini, bim. Tonkam en profite, saisit l'occasion pour récupérer les droits de Dragon Quest, la quête de Dai, et en profite en janvier 2007 pour sortir leur propre édition. Mais alors, plus de 10 ans ont passé entre la première et la seconde version, qu'est-ce qu'on peut noter comme différence flagrante entre les deux? Eh bien, dans un premier temps, nous pouvons voir un changement de titre. Et oui, Finifly, place à Dragon Quest, la quête de Dai. Mais en fait, c'est tout à fait normal et même bien joué de la part de Tonkam, puisqu'à l'époque, en France, c'est à ce moment-là que on commence enfin à connaître un peu mieux la franchise Dragon Quest. Alors, non pas grâce à Dragon Quest Monsters, le premier volet de la série à sortir en Europe en 1999 sur Game Boy Color, et trouvable dans quelques rares magasins en France, hein. Non, 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 mais bien, c'est bien grâce à Dragon Quest 8, l'Odyssée du Roi Maudit, sorti en 2006 sur PlayStation 2, et qui a reçu un accueil incroyable de la part des critiques et des joueurs, notamment grâce au character design d'Akira Toriyama, puisqu'on le connaissait à l'époque sous nos latitudes, grâce au succès de son œuvre majeure Dragon Ball, déjà installée depuis plus de 10 ans chez nous. Il était donc tout à fait logique de surfer sur la vague du succès du jeu vidéo pour remettre son manga en avant, évidemment. En plus d'un nouveau titre, nous avons le droit à une mise en page inédite des couvertures et de leurs illustrations. Si la première édition faisait la part belle à des illustrations qui étaient plutôt ancrées dans des cadres, là nous avons la chance de pouvoir profiter pleinement du travail de Koji Inada à travers ses illustrations originales en pleine page et surtout sur fond blanc, ce qui met vraiment en valeur son travail. Nous avons pu découvrir des couvertures exclusives au marché français, et ça c'est très bien. Alors, c'est un bon point, mais malheureusement ce point est quand même assombri par des petits défauts, comme par exemple ce vilain effet Photoshop d'ombre portée qui a été appliqué à quasiment toutes les illustrations, et aussi ce petit détourage des illustrations de couverture qui est un petit peu bâclé à certains moments, à l'instar de ce tome 10. On a l'illustration qui, à la base, avait un fond, et ce fond, malheureusement, il reste des morceaux encore du fond qui n'ont pas été enlevés de l'illustration originale de la couverture, et donc de ce fait on les voit, ces petits morceaux qui n'ont pas été enlevés. C'est dommage, ça sent un petit peu la précipitation, mais toujours est-il qu'on a ces couvertures qui sont quand même exclusives au marché français, et il faut le souligner. Et d'ailleurs, pour rester sur le sujet des fonds qui ont été enlevés, ce tome 10 nous proposait clairement une revisite des cartes du monde présentes dans les jeux vidéo. C'était un clin d'œil tout à fait appréciable pour les fans et qui du coup a été supprimé. Mais ne soyons pas de mauvaise langue et soulignons tout de même l'effort qui a été fait pour proposer tous les 5 tomes, soit une dorure à chaud, soit une encre métallique du plus bel effet au niveau sur les jaquettes, au niveau du logo Dragon Quest et de quelques petits éléments éparpillés par-ci par-là sur les jaquettes qui donnent vraiment un vrai cachet à cette collection. C'est vraiment top. Une autre des différences se situe au niveau du format. Il faut donc savoir que Tonkam a toujours été l'éditeur aux mangas les plus petits du marché français. Comparé au format japonais, Tonkam a une différence de 1 cm de hauteur à peu près. Bon, alors après vous allez me dire, bon bah il suffit d'enlever 5 mm de blanc en haut, 5 mm de blanc en bas et le tour est joué. Et non, 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 en fait c'est bien plus compliqué que ça. Donc comme je vous le disais, par rapport au standard japonais, Tonkam, le format Tonkam est identique en largeur, mais malheureusement il a 1 cm de haut en moins. Ce qui fait qu'une réduction par homothétie des pages n'est pas possible. Mais pourquoi? Parce que nous sommes en présence d'une œuvre qui contient énormément d'illustrations bord à bord, et réduire de façon proportionnelle ces pages-là, ça reviendrait en fait au même défaut que l'on retrouvait dans l'édition J'ai Lu, à savoir un liseré blanc assez important sur le pourtour de certaines pages. Et puisque pour Tonkam apparemment il n'était pas possible de changer leur format, il était donc évident de retrouver cette erreur de liseré dans la nouvelle édition de Dragon Quest, la quête de Dai. Bien en fait, moi je dirais même en fait que quelque part c'est pire. Car si Fly n'était pas dénué de défauts, dû à sa nouveauté et aux technologies de l'époque, je dirais, ces planches, quant à elles, étaient imprimées dans leur entièreté. Tandis que dans cette seconde édition, nous nous retrouvons avec de gros liserés blancs sur les bords des pages, mais aussi une perte parfois assez conséquente de matière sur la planche en elle-même. Mais du coup, vous allez sûrement me demander d'où vient ce liseré blanc? Pourquoi une telle perte de matière? Eh bien en fait, j'ai une petite hypothèse que je vais vous expliquer. Lorsqu'un éditeur envoie son projet à un imprimeur, celui-ci demande à ce qu'il y ait au moins ce qu'on appelle un fond perdu sur les planches ou les illustrations qui arrivent au bord des plages. Un fond perdu, c'est le fait de faire dépasser son illustration, son image de quelques millimètres en dehors du projet. Cela a pour but d'éviter d'avoir un très fin liseré blanc lors de la découpe au massicot. Sauf qu'ici, je pense que Tonkam ne devait pas avoir les planches originales de l'éditeur et qu'ils ont dû travailler avec le même matériel que l'éditeur J'ai Lu à l'époque. Aujourd'hui, nous savons que les éditeurs japonais ne gardent que rarement les planches originales faute de place, ce qui fait qu'en 2006, il devait être très difficile d'obtenir le matériel d'origine pour l'édition française.
Mon hypothèse est donc que Tonkam a utilisé les volumes japonais pour leur édition. Ils ont donc effeuillé chaque volume, scanné les pages et intégré ces pages à leur composition. Comme le format du Jump est plus grand que celui de Tonkam, ils ont donc utilisé la matière qui dépasse pour les fonds perdus. Concernant le liseré blanc, je présume que cela vient avant tout d'un simple souci de gabarit. Oui, je m'explique, la marge intérieure du livre est plus petite chez Tonkam que chez Jump. Donc forcément, lorsque Tonkam replace sa page au niveau de sa marge intérieure, un liseré blanc apparaît sur le côté. Bien évidemment, tout ceci n'est que mon hypothèse, toujours est-il que pour moi, ce défaut était suffisamment flagrant pour que je vous en parle. Bon, soyons honnêtes et saluons tout de même l'effort qui a été fait, puisqu'à partir du tome 9, le maquettiste de Tonkam a déplacé son petit fond, donc sa marge intérieure, vers l'extérieur, pour ne plus avoir ce liseré blanc sur le bord des pages. Bon, par contre, la perte de matière est toujours présente malheureusement, ça on n'y peut rien. Pour en finir avec les différences, forcément on ne pouvait pas passer à côté de la nouvelle traduction. Bon, je vous en ai déjà parlé, la nouvelle traduction est de très bonne qualité. Fédois Lamodière qui a retravaillé entièrement la traduction de ce manga, de cette collection, a fait du très bon travail. Ça, il n'y a rien à en dire là-dessus, ça c'est sûr et certain. Néanmoins, moi pour ma part, comme je vous l'ai dit, je suis plus réceptif à l'adaptation de la version j'ai lu de Fly. Voilà. Ensuite, nous avons aussi le papier, bien évidemment, le papier qui est de meilleure qualité, mais cette qualité n'empêche pas son jaunissement, même si son prix est passé à 5,99 € à sa sortie. Ah oui, petit détail qui a son importance. Comme à son accoutumé avec Tonkam, cette collection a vu son tirage baisser au fil des tomes, ce qui fait qu'aujourd'hui, si vous souhaitez terminer votre collection, si vous l'avez entamée et que vous ne l'avez pas finie et que vous souhaitez la terminer, il va vous falloir peut-être hypothéquer votre maison pour pouvoir terminer cette collection, puisque aujourd'hui, à cause du faible tirage de ces derniers tomes, il est presque impossible de les trouver à des prix corrects. Bref, nous allons pouvoir nous attaquer au sujet principal de cette vidéo, sujet que vous attendez tous avec impatience, c'est-à-dire ma petite critique des 2 premiers tomes de cette 3e et dernière édition en date de Dragon Quest, la quête de Dai, édité toujours chez Tonkam. Alors, comme je vous l'ai expliqué juste avant, il était et il est encore aujourd'hui très difficile de terminer une seconde édition de ce manga. C'est pourquoi pendant très longtemps, les lecteurs ont réclamé une réimpression de certains volumes, réimpression qui finalement n'aura jamais vu le jour. Alors, lorsque la Toei Animation a annoncé le 21 décembre 2019 une nouvelle adaptation du dessin animé de Dragon Quest, la quête de Dai, pour les 30 ans de la sortie du manga, les fans ont commencé bien évidemment à s'imaginer toutes sortes de folies possibles, et forcément, une édition parfaite de la quête de Dai en faisait partie. Eh bien, il n'était pas entièrement dans le faux, puisque lors du Dragon Quest Celebration Day diffusé sur la chaîne YouTube du V-Jump le 27 mai 2020, nous apprenons qu'une toute nouvelle édition du célèbre manga doit arriver le 2 octobre 2020. Cette nouvelle édition reprend notamment l'œuvre originale tout en y ajoutant quelques petites améliorations, comme par exemple les pages en couleur et en bichromie qui étaient déjà présentes lors de la prépublication. Un bon point quoi. Ensuite, on a le droit au niveau du format, on a le droit à un format totalement classique, un tankobon, sauf que celui-ci il a été gonflé de façon à pouvoir contenir 1 tome et demi. Et de ce fait, on va pouvoir passer la collection de 37 à 25 tomes, ce qui n'est pas plus mal. Concernant les couvertures, on a des illustrations qui ont été refaites entièrement par Koji Inada, le dessinateur donc de Dai no Daiboken. Donc il a réalisé de nouvelles illustrations, et ce qui est très intéressant, c'est que lorsqu'on assemble on met tous les mangas l'un à côté de l'autre, les illustrations forment une frise géante donc qui tient sur les 25 tomes. Pardon. Alors voilà en gros ce qu'on peut retrouver d'intéressant, d'amélioré dans cette nouvelle édition. Moi pour ma part, elle est presque parfaite cette édition japonaise. Le seul petit truc que j'aurais bien aimé avoir quand même, c'est une version avec un format quand même plus grand. Qui dit format perfect, dit format forcément plus grand pour une meilleure prise en main et un meilleur confort de lecture. Mais ne boudons pas notre plaisir. Et du coup, vous allez me dire, mais si l'édition japonaise est si géniale, bah alors l'édition de Tonkam va être extraordinaire. Mais excusez-moi, mais je suis loin de cet avis, parce que si l'édition de Tonkam, cette collection, est censée respecter à la lettre la version japonaise, même au niveau du format, bravo Tonkam, elle est loin, vraiment très très loin d'être exempte de défauts, et là on va commencer à détailler un peu tout ce qui ne va pas dans ce manga. Alors d'extérieur, moi je n'ai quasiment rien à reprocher à cette édition, hormis le nouveau nom choisi, Dragon Quest, The Adventure of Dai, ok. On a 3 noms pour 3 mêmes éditions françaises, bon c'est un peu cocasse comme situation, d'autant plus que nous nous retrouvons avec un titre en anglais pour une édition française.
Alors ouais, pour ma part, je trouve ça quand même assez gênant. Alors soi-disant que ce serait pour une uniformisation du titre à l'international, ok, très bien, et puisque effectivement, ce titre était déjà écrit, était déjà disponible sur la version japonaise en tout petit dans un coin du manga, bon alors pourquoi pas. Disons que j'accepte le fait que, d'accord, on met un titre à l'anglaise, très bien, j'accepte. Par contre, ce que je n'accepte pas, non, c'est le logo absolument immonde. The Adventure of Dai, le logo va du bord à bord du cadre, il touche carrément le cadre. La fonte utilisée pour écrire ce logo a subi une déformation verticale absolument immonde de façon à ce qu'elle puisse prendre plus de place parce qu'à mon avis la fonte de base n'était pas si large que ça et ne prenait pas suffisamment de place pour l'éditeur et donc il a fallu modifier cette fonte et du coup le résultat est absolument immonde, il est bâclé, c'est pas possible, je ne cautionne pas ce logo. Et alors oui, je sais bien qu'il faut bien donner du travail aux jeunes stagiaires en première année de PAO, hein, y a pas de problème. Mais bon, peut-être pas sur des projets aussi importants, parce que bon, à force, ça va peut-être quand même se voir que vous prenez vos lecteurs pour des buses, hein, n'est-ce pas? Même dans la version américaine, le maquettiste a au moins fait l'effort de ne pas mettre le logo bord à bord du cadre. De plus, il a utilisé une fonte pour le reste des textes qui colle quand même bien mieux à l'ambiance fantasy du titre que la police qui est utilisée dans notre version. Pour ce qui est du contenu, moi j'ai passé directement au côté technique, impression, finition, bam, voilà. Moi, aujourd'hui, c'est ça qui m'intéresse. Pourquoi? Parce que Dai no Daiboken, la quête de Dai, c'est un manga qui est quand même assez récent. Enfin, cette version est une version qui est assez récente, elle date de 2020, et donc normalement, en toute logique, Tonkam n'a pas dû avoir de problème, n'a dû avoir aucun problème pour récupérer le matériel d'origine à utiliser pour fabriquer leur édition, et donc nous fournir un ouvrage qui est censé être quasiment identique à la version japonaise. Et pourtant, on se retrouve avec une édition qui est bourrée de problèmes. Et ça, aujourd'hui, on est à une époque où aujourd'hui, ce n'est plus possible, tout simplement. Je vais commencer par l'impression. Alors, autant ne pas tourner autour du pot, l'impression de The Adventure of Dai est complètement déplorable. Voilà, ça c'est dit. Bien évidemment, plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, un maculage présent sur une grande partie des pages. Ce maculage est dû au taux d'ancrage bien trop élevé. Ce défaut peut venir de plusieurs facteurs, comme la qualité du papier utilisé, la qualité de l'encre utilisée, ou encore un fichier mal préparé avec une charge d'encre supérieure à 300%. Ici, nous nous retrouvons avec des pages beaucoup trop noires. Ce noir, plutôt que d'apporter une certaine intensité dans la composition, ça provoque ce qu'on appelle des maculatures, des taches d'encre un peu partout dans les pages. Et en fait, on se retrouve avec des pages en couleur et en pages en bichromie avec une surcharge de noir. Cette surcharge, en fait, ça va provoquer tout simplement des pages plus foncées que ce qu'elles sont à la base dans la version originale, tout simplement. Pour le point suivant, nous allons parler de la finition, c'est-à-dire la découpe du manga. Et je pense que ce que je veux vous dire va quand même pas mal vous surprendre. Moi, ça m'a surpris, donc je pense que ça va vous surprendre. Souvenez-vous, il y a quelques minutes, je vous parlais d'une perte de matière assez conséquente dans la seconde édition de Dai no Daiboken, Dragon Quest la quête de Dai. Eh bien, sachez que notre éditeur préféré a réitéré son exploit. Vous trouverez donc dans ces deux premiers tomes des pages amputées d'une partie des planches. Alors cela ne concerne que quelques millimètres sur les pages où les cases s'étendent sur le bord de page, mais ce qui est sûr, c'est que ces cases perdent en détail. Et pour moi, aujourd'hui, il n'est normalement plus possible, et je dirais même, il n'est plus permis de faire encore ce genre de boulettes, tout simplement. Cette nouvelle réédition est vraiment très récente. Au vu de la qualité du produit japonais, pour moi, il est impensable que Tonkam n'ait pas eu accès au matériel d'origine pour faire leur version. De ce fait, je ne comprends pas en fait pourquoi avoir rajouté ce fond perdu, pourquoi avoir mis un fond perdu et avoir perdu de la matière, avoir risqué de perdre de la matière sur leur version, alors que normalement ils sont censés avoir le matériel d'origine, ils sont censés le demander. Surtout qu'en plus, le fait d'avoir fait un fond perdu dans cette édition-là en particulier, ça a entraîné un autre défaut que je vais devoir vous expliquer. Pour aborder le prochain point, je vais vous demander de regarder attentivement ces deux tranches. Vous allez avoir ici à gauche la tranche japonaise et ici à droite la tranche française. Je vais vous demander de mettre pause quelques secondes, de regarder ces deux tranches, d'essayer de deviner ce qui diffère entre les deux et en quoi cela pourrait être un problème. Je vous laisse quelques secondes, allez-y, c'est parti! Bien,
J'imagine que vous avez tous remarqué qu'ici, l'espace entre le bord du dos et la zone de composition que l'on nomme le petit fond est plus petit dans notre version que dans la version japonaise. Cela est dû au fait que le maquettiste a donc agrandi les planches de manière proportionnelle pour obtenir ce fameux fond perdu dont je vous ai parlé juste avant. Donc forcément, pour éviter une perte trop importante de matière sur le bord gauche lorsque la page est à gauche et sur le bord droit lorsque la page est à droite, celui-ci a donc été obligé de déplacer sa composition vers l'intérieur de la page, c'est-à-dire dans le petit fond. Oui, forcément, je la vois venir votre question. Mais c'est quoi le problème alors ? Si nous avions été sur un format standard, je vous aurais dit non, mais il n'y a pas de problème, tout va bien. Sauf que là, nous sommes sur un format standard, mais qui a été modifié et enrichi pour pouvoir contenir plus de 330 pages. Ce qui fait qu'en fait, c'est vraiment un beau pavé, et cette modification en fait se ressent énormément sur la lecture. Et notamment sur la lisibilité, puisque pour les planches déplacées à l'intérieur du petit fond, eh bien, il est plus difficile d'accéder par exemple aux bulles qui se trouvent au niveau de la tranche du livre, provoquant ainsi des manipulations forcées, et donc forcément un raccourcissement de la durée de vie du produit. Voilà en gros ce que j'avais à dire sur la partie technique de ces deux premiers tomes. Des erreurs qui peuvent sembler très amateurs, mais quelque part qui me semblent un petit peu normales, surtout lorsque l'on sait que ces deux premiers volumes ont été imprimés et fabriqués en Italie pour des raisons d'économie. Bon les amis, j'ai pu mettre la main sur un tome de l'édition américaine de The Adventure of Die. Et bizarrement, je trouve que l'impression est de meilleure qualité. Je n'ai pas vu de maculature, pas de maculage, et puis surtout, je n'ai pas retrouvé les coupures dans les planches originales. Ce qui veut dire que quelque part, l'éditeur américain a bien réussi à avoir le matériel d'origine pour pouvoir faire sa version, pour pouvoir faire son édition. Et donc, forcément, quelque part, s'il n'y a pas eu de coupure dans les pages, il n'y a pas eu besoin donc de faire de décalage dans le petit fond, ce qui fait forcément que nous avons donc un meilleur confort de lecture. Comme quoi, la version américaine a déjà un très bon point rien que pour elle. En ce qui concerne le contenu en lui-même, je n'ai pas grand chose à dire. Nous avons là une version légèrement remaniée par Fédoie Lamodière, la traductrice qui avait déjà travaillé sur la seconde édition de Dragon Quest, la quête de Dai. Donc, les deux versions sont sensiblement identiques. Non, pour moi, le gros problème, en fait, ça vient tout simplement des sortilèges, des noms des sortilèges. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'apparemment, il y a eu une discussion avec les décideurs japonais, et ceux-ci auraient décidé mais ils auraient décidé, bien évidemment, qu'il serait préférable d'uniformiser un petit peu tous les noms d'attaque et les noms des sortilèges, afin que ceux-ci soient plus en harmonie, soit plus en corrélation avec l'univers Dragon Quest et notamment l'univers du jeu vidéo Dragon Quest. C'est ainsi que nous nous retrouvons avec des bulles contenant des textes tels que sort de vent, entre parenthèses tornade, sort d'explosion, entre parenthèses super bang, sort de feu, entre parenthèses flamme, bon, etc. etc. Et j'avoue être complètement perplexe face à cette décision éditoriale. Alors, si pour moi c'est totalement compréhensible d'uniformiser la série Dragon Quest à travers la licence, le jeu vidéo et les mangas, là je suis complètement perdu, je ne comprends pas comment on en arrive à un texte qui est si peu raccord en fait avec l'univers Dragon Quest, avec le jeu vidéo en lui-même. Il n'y a absolument rien de raccord, donc je ne comprends pas comment on en est arrivé à avoir ce texte-là dans les bulles. Sans parler que cette uniformisation se fait un petit peu au bon vouloir de l'éditeur, hein. Pour preuve, on retrouve au 5e chapitre du premier tome un Dai qui lance un méga tornade sans avoir à lancer juste avant sort de vent, entre parenthèses, méga tornade. Donc en fait, on voit bien que cette uniformisation elle va se faire surtout en fonction de la place des cases et des textes qui ont déjà été mis en place dans l'œuvre originale. Tout ça, on a en fait qu'une décision éditoriale qui fait que, ah, là on n'a pas la place, donc bon, bah on va peut-être l'enlever, on va peut-être le mettre, on sait pas. Pour moi, à titre personnel, clairement, je trouve que cette décision éditoriale est mauvaise. Pourquoi ? Parce qu'en fait, à force de lire toutes les 5 minutes, à force de lire « sort de feu, sort de glace, sort de vent, sort d'explosion », etc., ben en fait, je pense qu'à la lecture, ça va devenir extrêmement redondant. Donc pour moi, c'est une très mauvaise idée. Alors voilà, en fait, l'édition américaine ne s'encombre même pas de ces préfixes sort de feu, ou sort de glace, sort de vent, etc. Il n'y en a pas, c'est directement le nom du sort, bim, voilà.
Donc je pense qu'on peut être en droit de nous poser certaines questions quant à la gestion de cette uniformisation et surtout comment ça s'est passé en fait avec les ayants droit japonais pour avoir une telle traduction dans notre version. Et bien voilà, alors à travers cette vidéo j'ai tenté de vous montrer un petit peu les différentes versions de Dragon Quest Fly qui sont sorties chez nous, et surtout je souhaitais vous montrer un petit peu l'évolution du manga à travers justement ces 3 éditions, puisqu'ils ont été publiés à chacun presque 10 ans d'intervalle, enfin il y a 96, 2007 et on est en 2022, donc il y a quand même eu énormément de temps qui sont passés entre ces éditions, donc je voulais vous montrer vraiment l'évolution du manga. Ça permet aussi voilà, de montrer l'évolution du manga en France, les technologies, l'évolution du papier, des techniques d'impression, tout ça. Tout ça fait que, voilà, grâce à Dragon Quest, la quête de Dai, on a quand même un beau parcours complet de l'évolution du manga en France. Et puis surtout, je voulais voir si, effectivement, cette dernière édition est si indispensable que ça. Bon, alors, vous l'aurez compris, moi, je vais continuer à lire mes mangas de J'ai lu, mes tomes de Fly, édités chez J'ai lu, tout en achetant, effectivement, la dernière édition de The Adventure of Dai, puisque je suis un gros pigeon. Oui, je suis un pigeon roux. Je suis un pigeon roux. Et donc, puisque la seconde édition de la quête de Dai n'est plus disponible commercialement parlant, et que pour pouvoir finir cette édition, c'est totalement hors de portée de nos bourses, eh bien, ceux qui n'auraient pas encore eu l'opportunité, la chance de lire la quête de Dai, ils peuvent, je leur conseille de se rabattre effectivement sur The Adventure of Dai. Même si il faut avouer que pour plus de 12 €, 12,50 €, avoir une qualité d'impression et de finition pareille, c'est clairement du scandale, il faut le dire. Petite info de dernière minute, à l'heure où j'écris ces lignes, l'éditeur Tonkam a annoncé un report concernant la sortie des prochains volumes de Dragon Quest et The Adventure of Dai à une date indéterminée. Une chose assez troublante, surtout que les raisons de ce report ne veulent pas être données. Alors, si ça avait été une simple rupture de papier, je pense que Tonkam n'aurait pas hésité vraiment à nous donner les raisons de ce report. Donc je pense que le problème est peut-être un petit peu plus grave que ça. Au vu des retours qu'il y a eu sur certains volumes, sur certaines éditions, sur certaines séries de mangas, peut-être que Tonkam a finalement décidé qu'il serait peut-être temps de changer d'imprimeur et de prendre peut-être reprendre un imprimeur local tel que c'était avant en France. Aucune idée, mais au moins peut-être qu'on va avoir à ce moment-là, peut-être qu'on aura des mangas d'une meilleure finition, d'une meilleure impression, peut-être simplement des mangas d'une meilleure qualité. Ça serait pas mal. Ou alors, deuxième supposition, qui pourrait être pas mal aussi, Tonkam a enfin réussi à faire savoir aux ayants droit que utiliser des phrases telles que sort de feu, sort de glace, sort de vent, c'était totalement incongru, et qu'au final une nouvelle traduction serait peut-être en cours, et que c'est ce qui ferait qu'il y ait besoin d'un report pour mettre à jour, pour refaire un petit peu, pour retravailler donc les mangas qui étaient déjà plus ou moins finis, dont la mise en page était déjà plus ou moins finie. Alors surtout qu'en plus, moi personnellement, je pense qu'au vu de l'édition américaine, qui ne possède pas ces phrases-là, ces petites, moi j'appelle ça ces petits préfixes avant les sortilèges, mais quand on analyse le manga américain qui n'a pas ces préfixes, je me dis que c'est tout à fait probable en fait que ça soit l'éditeur français, le directeur éditorial, enfin réussi à faire savoir aux ayants droit que bon bah voilà, non, les Américains ont fait comme ça, pourquoi on n'aurait pas le droit de faire comme ça? Voilà, c'est une de mes suppositions. Et nous voici à la fin de cette vidéo qui fut bien plus longue que prévu. Merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu et surtout qu'elle vous aura été instructive. Alors, comme vous l'avez remarqué, en ce moment, il n'y a plus trop de contenu, je suis extrêmement pris par mes activités personnelles et professionnelles, mais néanmoins, je vais tenter de vous produire du contenu un peu plus régulièrement. Bon, alors, je ne vous promets rien, mais je vais quand même essayer de vous faire du contenu de temps à autre pour ne pas vous oublier, évidemment, parce qu'effectivement, vous pouvez me retrouver sur Twitch le vendredi soir pour jouer en mode détente un petit peu après une grosse semaine de travail, donc un petit peu de Twitch pour jouer, mais il faudrait pas oublier YouTube, donc je vais essayer de vous fournir du contenu un peu plus régulièrement. En tout cas, merci à vous encore une fois, et puis bah écoutez, je vous dis à une prochaine fois, ciao les amis!